En ce moment, nous examinons les données de performance d'un de mes sites web sur les 16 derniers mois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à obtenir plus de 160 000 clics. Et la majorité de ce trafic, c'était au cours des 6 derniers mois, période où j'ai aussi commencé à surveiller constamment le trafic et chaque fois qu'une page ou un mot-clé perdait en visibilité, avec moins d'impressions et de clics par rapport à la période précédente, je reprenais alors cette page pour l'optimiser. J'ai de nouveau mis à jour l'article et dans la plupart des cas, il a obtenu plus d'impressions et aussi plus de 40 ou 50 clics à tout ça. Ce processus m'a aidé à passer à autre chose. Moins de 100 clics jusqu'au moment où j'en avais plus de 800 ou environ 500 clics. Donc clairement une meilleure performance en moyenne qu'avant. Et il est aussi important de mentionner que je n'ai publié aucun article ces 6 derniers mois. Donc, ce trafic vient uniquement des articles déjà existants auparavant, ce qui signifie aussi que mettre à jour le contenu encore et encore est clairement une bonne méthode pour augmenter globalement ton trafic organique. Et avant de passer au flux de travail lui-même, je voudrais vous montrer le résultat de ce processus. Et c'est un fichier HTML qui contient bien sûr du HTML, mais aussi du CSS et du JavaScript pour le style. Ainsi que l'interactivité, comme vous pouvez le voir, nous avons toujours la barre méta qui inclut le domaine. Et aussi les deux périodes. En plus, à gauche, nous avons une barre latérale qui nous aide pour naviguer dans le rapport. On peut simplement cliquer dessus et passer directement à la table. Mais on peut aussi voir que nous avons des URL ainsi que des mots-clés et les catégories en baisse, stables. La croissance et la forte croissance en baisse signifient qu'un article ou un mot-clé a non seulement perdu clics, mais aussi les impressions, ce qui est clairement un signe qu'il faut examiner cet article. Et puis nous mettons à jour. Ensuite, stable ne veut pas dire que la performance est mauvaise ou bonne, ça signifie juste que la performance est à peu près la même. Signifie que la performance est à peu près la même, sans grande tendance à la hausse ou à la baisse. Puis nous avons croissance et forte croissance, ce qui signifie qu'un article a reçu plus de clics et d'impressions par rapport à la période précédente. Et bien sûr, c'est pareil pour les mots-clés. On observe aussi des baisses, des stabilités et des croissances. Et une forte croissance. Et à mon avis, la partie la plus importante, ce sont les URL qui déclinent. C'est aussi le contenu que j'examine quand je vois une baisse. Je peux aussi filtrer. Donc le nombre de clics est de 624, soit environ 57% des clics et aussi 38% des impressions. En impression, donc c'est clairement une page qui nécessite une action. Il suffit souvent de reformuler un peu le contenu sans forcément ajouter de nouvelles choses, mais ça aide de jeter un œil à la Google Search Console et de vérifier quelles requêtes sont exactement. La raison pour laquelle cette page a reçu moins de clics qu'avant. Tu commences à prendre ces requêtes et les réintégrer naturellement dans le contenu. Et en plus du tableau lui-même, il est aussi possible de configurer tout ce que tu vois ici dans le pied de page, comme le nom ainsi que le titre du profil, l'image et les informations de l'entreprise, et tu peux aussi ajouter ton propre logo dans l'entête. D'accord? Alors, examinons le flux de travail qui est organisé par déclencheur, comme tu peux le voir. Configuration, récupération des données, catégorisation du trafic, préparation des données du rapport, ainsi que sauvegarde du rapport. L'envoyer au client, puis faire une boucle. Car ce workflow peut aussi analyser plusieurs domaines tant que vous avez accès au tab BigQuery. Et nous commencerons par le déclencheur. Configuration, ce qui permet de la programmer ou de la déclencher manuellement. Puis la première étape est récupérer les données du client. Ici, on utilise une feuille Google, mais on peut aussi la remplacer par Airtable ou toute autre base de données. Ici, par exemple, nous avons les données de recherche de domaine URL impression. Search Data, Site Impression, ce sont les noms des tables BigQuery. Puis la personne qui recevra l'email, prénom, nom de famille, ces deux variables servent à personnaliser l'email. Message, et vous avez aussi la possibilité d'activer ou de désactiver le rapport. Donc si vous souhaitez envoyer, vous saisissez le rapport ici, oui, et si vous ne voulez pas en envoyer, laissez simplement vide. Vous pouvez aussi laisser vide. Il est possible d'ajouter quelqu'un en copie. Et nous avons aussi des seuils pour les mots-clés ainsi que pour les URL en fonction des impressions, des clics et du taux de clic. Je vais vous montrer dans une minute ce que cela signifie exactement. Puis l'étape suivante est de parcourir chaque client. Donc si on regarde dans la feuille Google, on voit qu'il y a une ligne pour un de mes sites web. Puis nous avons aussi les noms des tables BigQuery et toutes les données dont j'ai parlé avant. Mais imagine, si je voulais créer un rapport comme celui-ci, mais pour un autre site, je pourrais simplement copier cette ligne, ajoute ici le domaine,
puis bien sûr les bons noms de table. Et si tu veux envoyer le rapport à un autre client, il faut bien sûr aussi mettre à jour les autres variables. Et une fois dans cette boucle, on fait une vérification rapide pour voir s'il y a eu une exécution précédente. Parce que cela, le flux de travail peut aussi vérifier si une analyse a déjà été faite pour ce site, puis il passe à la suite. Cet historique d'exécution de feuilles de calcul vérifie la date, puis utilise cette date de manière dynamique pour la période suivante. Ce qui veut dire que si tu ne le planifies pas, tu peux aussi le lancer manuellement. Et nous analyserons toujours les données sans interruption. S'il n'y a pas d'exécution avant, nous prendrons les 28 derniers jours, mais il est aussi possible de le configurer autrement. Dans cet exemple, nous comparerions les 28 derniers jours avec les 28 jours précédents, puis l'étape suivante est de créer un rapport de performance. Feuille de calcul, car toutes les données seront aussi enregistrées dans un tableau Google qui ressemblera à ceci. Donc, comme tu peux le voir, nous avons la feuille nommée analyse de performance, puis elle prend le domaine ainsi que le date. Et ici, nous avons exactement les mêmes données, vos URL en baisse, stable, en croissance ou forte croissance, ainsi que pour les mots-clés. Et une fois la feuille créée, nous exécuterons une requête SQL qui récupérera les données de nos tables BigQuery et la majorité des calculs se fait également ici. Car, comme tu peux le voir, nous avons ici une variable pour les jours depuis la dernière exécution. C'est aussi une des raisons pourquoi nous pouvons comparer deux périodes différentes. Et si on descend un peu, on peut voir que nous avons aussi tous les seuils dans cette clause where pour la requête de type données. Donc ce serait données que vous verrez dans les mots-clés, ainsi que pour le type de données URL. Donc pour vos pages et le bas, le résultat de cette requête est un tableau avec des données comme s'il s'agit d'une requête ou d'une URL, les clics, les impressions, la moyenne, position, taux de clic, ainsi que les données de la période précédente et aussi le calcul pour le delta, donc les clics, le changement en nombre absolu ainsi qu'en pourcentage, et pareil pour la position, et aussi le statut de performance. Ensuite, nous appliquerons un filtre parce que nous voulons analyser les requêtes ainsi que les pages, ce qui se fait grâce à un simple nœud de filtre basé sur le type de données. Type de données. Après le filtrage, nous ferons un regroupement car nous voulons que les données soient classées en catégories. En déclin, stable, en croissance et forte croissance, et dans la catégorisation du trafic, c'est séparé en « j'ai déjà mentionné pour les mots-clés ainsi que pour les pages », la logique est à peu près la même. Donc, on applique un filtre basé sur le statut de performance, puis on récupère les URL, les mots-clés ou des problèmes critiques, donc des pages ou des mots-clés en baisse. J'ai aussi ajouté un filtre et un tri, nœud pour que tu puisses voir immédiatement quelle page ou quel mot-clé a perdu le plus de trafic dans cette partie. Les données sont enregistrées dans les feuilles de calcul que nous générons dans cette partie, puis l'étape finale. Avant de fusionner les données pour le rapport, il faut les agréger pour qu'elles soient dans ce JSON. Des clés comme URL déclinante, stable et pareil pour les mots-clés. Et maintenant vient la partie où le rapport est généré. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici des nœuds de code qui vont générer du code HTML. Donc si nous avons regardons le nœud Generate Table Declining URLs, on voit qu'on crée dynamiquement code HTML qui sera inséré dans ce nœud. Voici un modèle HTML ainsi que la logique pour chaque. Le nœud est vraiment similaire. La seule différence est la catégorie, ainsi que si c'est pour une URL ou pour un mot-clé. Mot-clé, et nous avons aussi un autre nœud de code qui génère les données du tableau sous forme de variables. Car cela, le rapport prend aussi en charge la pagination. Et la raison pour laquelle cette fonctionnalité est possible, c'est parce que nous n'ajoutons pas toutes les données directement dans le DOM, mais nous les prenons d'une variable. Et nous n'affichons qu'un nombre limité de lignes, ce qui est important si ton site reçoit beaucoup de trafic. Il se peut que vous ayez environ 3400 pages, voire plus, et si vous voulez afficher 10 000 lignes ou plus, il se peut que le rapport devienne lent, ou le navigateur va planter, alors qu'avec la pagination, ce problème n'existe pas. L'étape suivante est de récupérer les données pour la barre méta, ainsi que pour le pied de page et le logo, et cela se fait en récupérant encore des données provenant d'un tableur, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons un tableur appelé rapport avec des données, comme le nom de l'entreprise, l'adresse, le site web, l'email, etc. Et ces données sont utilisées dans le flux de travail et seront utilisées pour remplacer les espaces réservés. Par exemple, ici, on peut voir que nous avons un note pour récupérer les données d'image de la barre méta et, comme mentionné, pour les informations de l'entreprise. Tout sera fusionné dans ce nœud de fusion. Et si nous faisons défiler vers le bas,
nous pouvons voir que nous avons des variables comme le titre du rapport, le nom du fichier, le domaine, la plage de date, le prénom, le nom de famille. Et toutes ces variables sont utilisées soit à l'intérieur du rapport. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le titre du rapport est aussi dans le pied de page si nous faisons un peu défiler vers le bas. Le nom de l'entreprise, l'adresse, le site web, l'email, etc., ainsi que d'autres variables sont utilisées à l'intérieur où on prend le rapport converti en chaîne base 64, puis on le reconvertit en fichier. Par exemple ici, on prenait le nom du fichier avec l'extension HTML, mais il faut aussi le compresser en zip, parce que si vous voulez envoyer un fichier HTML à un client, ou en général via Gmail, Outlook ou tout autre fournisseur d'email, il y a de fortes chances que ce rapport soit considéré comme un risque de sécurité, car c'est un fichier qui exécutera du code JavaScript. Donc si tu le compresses en zip avant de l'envoyer, tu n'auras aucun problème, en étant signalé ou que l'email atterrisse dans le dossier spam. Puis, nous avons cette partie qui est chargée d'envoyer l'email au client. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas envoyé d'email et le FAP. La raison, c'est qu'on a ici un nœud conditionnel où on vérifie si on est bien entré ici, oui, et si jamais il n'y a pas de données ou tout autre cas, sauf oui, alors on n'envoie pas d'email. Ce qui peut être, par exemple, utile pour les tests ou si tu ne veux pas envoyer le rapport tout de suite et que tu souhaites d'abord vérifier le row. Données d'abord. À côté de la fonction d'envoi, nous prendrons aussi le fichier zip créé dans ce nœud, puis nous l'enregistrerons sur Google Drive. Et une fois cela fait, nous ajouterons aussi une ligne dans le tableau appelé historique des exécutions, qui contient au total 4 colonnes: domaine, téléchargement, lien, succès, ainsi que la date, qui est aussi la colonne utilisée pour calculer les intervalles entre les dates passées depuis la dernière. Et il y a aussi un lien pour télécharger directement le rapport depuis votre Google Drive. Et une fois ce processus terminé, il recommencera en prenant la ligne suivante de ce tableau. Et il fera la même analyse pour le domaine suivant. Une autre chose vraiment intéressante, c'est que le coût d'exécution de ce flux de travail. Et comme vous pouvez le voir, nous utilisons des nœuds comme Google Sheets et BigQuery, Mail et ainsi de suite. Et le bon côté, c'est que l'API Google Sheets est gratuite. Donc, vous n'avez pas à payer pour ça, mais vous devez payer pour les requêtes que j'ai exécutées dans BigQuery. Cependant, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une offre gratuite. Donc ici, on peut voir que le premier teraoctet par mois est gratuit. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu à payer, car je reste toujours dans cette offre gratuite, qui est vraiment une excellente alternative aux outils SEO coûteux. Et même si tu dois payer, le coût reste vraiment bas. Car si on regarde ce rapport, je l'ai vérifié, le contexte, et j'ai dû payer pour 70 mots. Donc tout le calcul effectué dans ce nœud était environ 70 mots, ce qui n'est pas beaucoup quand on sait que le premier teraoctet est gratuit. Autre chose importante à garder en tête, c'est que si tu veux utiliser BigQuery pour analyser les données de ta Google Search Console, il est important d'activer l'exportation massive des données, ce qui peut se faire directement dans la Google Search Console. Autre avantage, l'exportation massive de données. Elle est entièrement gratuite, donc tu n'as pas à payer pour l'export depuis ta Google Search Console. Au tab BigQuery, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles je recommande toujours d'activer activer l'exportation massive de données dès que possible. C'est gratuit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si vous voulez apprendre à utiliser Google. L'API Search Console, comment activer l'export massif de données et utiliser le gros module Node à l'intérieur de N8N. Je vais maintenant mettre en avant 2 vidéos et on se retrouve dans la suivante.